expropriés à Glo au profit de la construction d'un aéroport de type international. Et puis voilà donc les sujets que nous allons évoquer. Invité sur cette émission, Olivier Alochemin, présentez-vous, je vous en donne la latitude. Olivier Alochemin, rédacteur en chef de l'événement précis, voilà. Bon, les gens vous connaissent, il n'y a pas besoin de le dire. Bon, voilà. Même chose pour mon collègue Charles Ferridjimi Kossi, présentez-vous. Merci, Charles Ferridjimi Kossi, directeur de publication du magazine Le Baromètre, ancien vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, comme vous d'ailleurs. Comme il est facile de se présenter, j'espère que vous avez gardé toute votre humilité. Nous allons suivre la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogou. Inconditionnel de Club Mediaset, bonjour. L'intensification de la lutte contre la corruption avec les affaires CNCB, faux médicaments et levée d'immunité, le dédommagement des expropriés du domaine de l'aéroport de Glodibé ainsi que l'échec des négociations entre gouvernement et centrales syndicales sont les sujets phares qui ont fait l'actualité cette semaine. Dédommagement relatif au domaine de l'aéroport de Glodibé, les expropriés reçoivent leur chèque, affiche en manchette La Nation. Le quotidien de service public informe que le ministre des Infrastructures et des Transports, Sir Koti, a procédé à la remise symbolique de chèques aux expropriés du site de construction de l'aéroport de Glodibé. Des chèques remis symboliquement aux personnes affectées par le projet de construction du nouvel aéroport qui sera érigé à Glodibé dans la commune d'Abomey-Calavi. Le gouvernement entend ainsi passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ce projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement, précise le journal, qui rappelle les propos du ministre qui explique que ce projet est désormais une réalité qui se concrétise chaque jour avec un symbole fort à travers un projet structurant à fort impact socio-économique. La priorité évoque la même actualité et titre aussi en sa manchette « Aéroport international de Glodibé, les dédommagements ont commencé ». Même chose à la une de l'Économiste qui titre « Aéroport de Glodibé, les populations entrent en possession de leurs dédommagements ». L'autre vision dans la même logique titre pour sa part « Indemnisation des sinistrés du domaine aéroportuaire de Glodibé, le chemin balisé pour un aéroport moderne de qualité au Bénin ». Selon le journal, plus rien ne peut encore bloquer le démarrage des travaux de construction de l'aéroport de Glodibé, car le gouvernement du président Talon vient de franchir la principale cause susceptible de constituer un handicap pour la concrétisation de ce projet. Au journal de conclure que l'aéroport étant la vitrine de tout pays, la réalisation de cette infrastructure donnera un coup de main à la politique de développement touristique que compte mettre en œuvre le gouvernement. Du dédommagement des riverains de Glodibé à l'état de santé des Béninois, la priorité titre « Affaire faux médicaments des grossistes répartiteurs aux arrêts ». Fraternité aussi en parle à sa manchette. Rebondissement dans le dossier faux médicaments, mandat de dépôt pour les grossistes qui s'approvisionnent chez Atao. Au journal Le Matinal, de se faire plus précis, rebondissement dans l'affaire de faux médicaments, les grossistes de Atao devant le juge. L'Économiste évoque aussi cette lutte contre les faux médicaments au Bénin et titre à sa manchette « 5 grossistes répartiteurs devant le procureur ce jour ». Le Matinal, après avoir été au tribunal, titre « Poursuite des grossistes répartiteurs, le dossier renvoyé au 6 mars ». L'autre vision également en parle. Affaire faux médicaments, les mises en cause en détention provisoire jusqu'au 6 mars 2018. De l'affaire faux médicaments à l'affaire CNCB, toujours avec l'autre vision qui titre « Lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, la BEF au CNCB, des mises en cause gardées à vue ». La Nation sur le sujet révèle que l'ancien ministre Antoine Dayory en garde à vue. Le journal précise qu'il lui est reproché selon des indiscrétions une gestion peu orthodoxe à la tête du CNCB. Le Matin conclut alors « Lutte contre la corruption ». Talon décidé à aller jusqu'au bout. Et cette lutte engagée semble déjà porter des fruits à l'international. L'événement précis titre « Perception de la corruption, le Bénin fait des progrès selon Transparency International ». Fraternité en parle aussi. Dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption, Transparency International, le Bénin gagne 10 points pour la lutte contre la corruption. Sur un autre front, les négociations entre centrales syndicales et gouvernement ne semblent pas avancer. La Nation titre
reprise des négociations gouvernement central syndical, les discussions achoppent sur les défalcations. Pareil pour la presse du jour qui titre reprise négociation gouvernement syndicat, la défalcation sur salaire, la pomme de discorde. Afrique Express sur la même information affichant sa manchette protestation contre les défalcations pour fait de grève, l'irresponsabilité notoire des syndicalistes. Le journal estime que c'est une option pour le moins irresponsable et incompréhensible, car comment comprendre que les enseignants choisissent de ne pas travailler et s'attendent la fin du mois à recevoir l'intégralité de leur salaire, tout comme si de rien n'était. Le Progrès conclut sur ce propos, polémique autour des défalcations sur salaire des grévistes, la bonne foi du gouvernement. Ainsi se referme la revue de presse de cette semaine. Ulvaeus Balogun à la présentation, à dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Alors, certains responsables, anciens responsables du Conseil national des charges du Bénin ont opéré des détournements estimés à 13 milliards. Comment expliquer comment Nadine Dako, les DGCOM, Dayori et Faïkbe en sont arrivés là? Non, je crois quand même que jusqu'à preuve de contraire, il y a encore la présomption d'innocence, puisque leur culpabilité n'est pas encore établie. Cependant, ils sont aussi poursuivis pour aller s'expliquer sur cette prévarication au sein de cette grosse unité. Certains d'entre eux sont déjà en prison. Oui, mais là, le procès n'a pas encore été totalement vidé. Donc, on va attendre. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ils sont encore dans la présomption d'innocence. Mais ça fait partie quand même de ce que nous pouvons déplorer au niveau donc, des services publics, des sociétés d'État, hein, cette façon de gérer pour qu'on en arrive quand même à relever des insuffisances au niveau donc, de la gestion financière de tous ces directeurs généraux. Et ce qui inquiète, c'est que c'est une série donc, de directions qui se sont succédées à la tête donc, de cette société-là, le Conseil national des chargeurs du Bénin. Et c'est bien regrettable que ce qui devait être injecté dans l'économie passe dans les poches. Moi, je dirais que le CNCB fait partie, comme le port et d'autres offices d'État qui sont dans le secteur des transports. Donc, le CNCB fait partie donc, des vaches à lait, hein, que le précédent régime avait utilisé pour récompenser les alliés politiques, pour donner quelque chose aux alliés politiques afin qu'ils puissent animer la politique à la base. Et qu'aujourd'hui, les faits soient remontés jusqu'au niveau de la justice, cela ne m'étonne pas. Mais, comme l'a dit Ferry Jimmy, il faut que nous attendions la manifestation de la vérité au profit de nos concitoyens pour que tout le monde sache ce qui s'est passé. Parce que tout le monde sait que le CNCB a été pendant longtemps une espèce de caisse noire des politiciens. Oui, dans les rangs, un certain Dayori, à qui on reproche sa gestion orthodoxe, peu orthodoxe du moins. Comment se fait-il que ce Dayori se retrouve à la maison aujourd'hui? Bon, Antoine Dayori, pour le moment, ne l'a pas encore accusé. Antoine Dayori est d'abord un ancien DG Sonapra, ancien ministre de la Culture, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas n'importe qui. Si on en vient même à lui faire une garde à vue, c'est qu'il y a des reproches tout à fait justifiés contre lui. Pour le moment, je suis convaincu que ça fait partie des raisons pour lesquelles il avait été limogé entre-temps l'année dernière par son ministre, avec le tollé que cela a suscité. Mais nous attendons de voir, puisque nous-mêmes, à l'événement précis, nous avons des preuves, mais pour le moment, on les garde jalousement. Oui, Komi Kouché fait partie de ceux-là qui sont sur la sellette aujourd'hui. Un montant astronomique a été retrouvé à sa résidence. Il fallait qu'il vienne s'expliquer là-dessus. Et à part cela, un mandat d'arrêt international serait lancé contre cet homme. Que dire de Komi Kouché aujourd'hui? Bon, je crois quand même que l'information a été reçue cette semaine. Et des recoupements aussi, c'est que chaque fois qu'il a été sollicité par la justice, il y a ses avocats qui ont répondu, par exemple, puisqu'il est hors du territoire actuellement, c'est ce que nous savons. Alors,
le dossier est en instruction, pas encore en instruction, enfin le dossier est en train d'être fouillé par la justice, certainement avant d'atterrir certainement sur la table d'un juge. Un mandat d'arrêt est lancé ici, le mandat d'arrêt est lancé, donc on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, on marche sur les œufs pour savoir ce qu'il y a, parce qu'il s'agit quand même d'un ancien ministre d'État, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est actuellement poursuivi, c'est beaucoup plus au niveau de sa gestion, de la gestion du Fonds national de microfinance, et pas lui seulement. Il y a aussi le DG Jean Panty, qui serait aussi donc, sur la sellette. Mais ce qu'il y a, c'est que la justice ira au fond du dossier. Parce que durant tout le temps... Il y a beaucoup de faits qui sont reprochés à Kwame Ecoutché. Croyez-vous qu'il puisse s'en sortir? Bon, je crois quand même que, comme ce que j'ai dit... Vous êtes journaliste, vous connaissez les dossiers. Ça fait longtemps que vous êtes dans le pays. Bien sûr. Nous attendons quand même que la justice puisse aller au fond du dossier pour démontrer ce qu'il a eu à ce niveau. Parce que vous savez qu'à un moment donné, on nous a présenté la situation de ce fonds-là comme étant un fonds qui se porterait bien après le passage des institutions de contrôle. Bon, maintenant qu'on en vienne à déceler d'autres choses, d'autres malversations, on attend certainement ce que la justice fera. Je crois que c'est la justice seule qui pourra nous situer sur les tenants et les aboutissants de tous ces dossiers-là. Voulez-vous dire un mot sur Kwame Ecoutché? Oh, bon, sur Kwame Ecoutché, bon, on s'attendait à ça parce que le niveau d'enrichissement et le niveau de dispersion d'argent qu'on a vu en 2016 et pendant les élections, même en 2015, pour qu'il y ait le razzia qu'on a vu en 2015 dans la circonscription là-bas de Kwame Ecoutché, eh bien, moi, je me disais que on ne peut pas disperser, on ne peut pas distribuer de l'argent jusqu'à ce niveau-là et être innocent. Donc, pour le moment, c'est la justice qui s'est chargée de la situation. Et moi, ça m'étonnerait vraiment qu'il s'en sorte. Qu'il s'en sorte indemne. Ça m'étonnerait si nous ne prenons que le cas du FNM, du Fonds national de microfinance, où des audits successifs ont montré des choses vraiment incroyables. Si vous lisez les rapports, vous allez tomber des nues. Eh bien, si on ne prend que ça, ben, il en a pour longtemps. Mais pour le moment, on attend de voir ce que la justice va effectivement décider. Toujours au titre de la lutte contre la corruption, tous les grossistes qui s'approvisionnent chez Ataho Renouveau ont été épinglés. Est-ce que ça vaut la peine de les citer? Pro Pharma, Ubepharm, Gapob, Kabé, Gramo Pharma, les DG de ces structures ont été épinglés. Et c'est-à-dire que ces structures nous vendaient des faux médicaments. Justement, je crois que c'est cette partie de l'affaire qui relance le dossier en entier, puisque jusqu'à la semaine dernière encore, on croyait que c'est Ataho Renouveau lui-même qui avait seulement ses réseaux de distribution à travers Adjegunle et Dantokpa, mais aujourd'hui qu'on en vienne à citer ces grands grossistes, je crois quand même que le premier réflexe c'est de dire est-ce que nous sommes en sécurité sur le plan sanitaire avec tout ce que nous consommions? Est-ce que véritablement les médicaments que le réseau, enfin toute la ramification de Ataho distribue, est-ce que ces médicaments sont véritablement faux? Est-ce que s'ils étaient faux, ces médicaments, ces structures, ces grosses boîtes que vous avez citées allaient quand même prendre le risque de les distribuer? Et comment est-ce qu'on peut tâter la fausseté donc, de médicaments? Est-ce que c'est dans les conditions dans lesquelles ça a été exposé? Parce que j'ai suivi le procureur de la République qui a expliqué un certain nombre de choses qu'il a relevées en tant que procureur de la République, et c'est pour cela qu'il a mis ces personnes-là, ces responsables des centrales-là en détention pour l'instant, le temps de fouiller. Et je crois quand même que nous allons en apprendre davantage sur ce qui se passe avec ce réseau-là. Et je crois quand même que ce n'est pas seulement cette structure que vous avez citée, parce que si on doit aller loin, si la justice doit fouiller doit aller encore en profondeur, il y a encore des têtes qui doivent tomber, parce qu'on ne peut pas citer ces grosses entités-là sans qu'il y ait quand même une complicité au plus haut niveau, surtout au niveau du ministère de la Santé qui est censé nous protéger, nous alerter. Alors, donc, ouais, les grossistes qui s'approvisionnent chez Renouveau, c'est les grandes pharmacies, les grandes entreprises distributrices de produits, de médicaments dans ce pays. Et c'est-à-dire que nous étions vraiment dans l'insécurité. Bon,
le terme même de faux médicaments, je l'ai dit lors d'une émission ici l'année dernière, le terme même de faux médicaments est un terme sciemment fabriqué pour faire peur. Il est clair que Atao Renouho a sa propre structure disposant d'une licence et obligeant, n'est-ce pas, les autres grossistes à venir s'approvisionner chez lui. Cette structure en question vient de l'extérieur. C'est une succursale d'une boîte qui se trouverait au Congo. Et donc, ayant obligé tout le monde à s'approvisionner chez lui, donc s'étant rendu incontournable, et il est clair que les autres grossistes devraient pouvoir savoir si la structure est normalement installée ici ou pas. On s'est rendu compte tout simplement que Atao a plus de 100 tonnes de produits pharmaceutiques dans ses entrepôts, et sans enseigne, sans rien du tout, sans aucune autorisation de stockage de produits pharmaceutiques. Donc, le procureur, certainement, va reprocher à ces grossistes-là d'avoir eu des relations commerciales avec une structure qui est totalement illégale. Hein, et je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir dans ces conditions, parce que en principe, c'est le ministère de la Santé, à travers la direction des pharmacies, qui doit délivrer des autorisations compte tenu desquelles les grossistes doivent s'inspirer pour acheter. Mais ce que nous voyons, c'est que, bon, on achète chez quelqu'un qui, apparemment, n'a pas l'autorisation de le faire. Justement, l'ordre des pharmaciens, je dirais les ordres des pharmaciens, parce que pendant longtemps, oui, on en a eu deux. Voilà, il y a régné donc pendant longtemps un bicéphalisme notoire. Alors dites-nous, est-ce à dire que ces ordres ont été complices jusque-là? Il y a beaucoup de complicité, et ce n'est pas pour rien que presque tous les grossistes se retrouvent maintenant derrière les barreaux. Il y a beaucoup de complicité, et je crains fort que certains ministres de la Santé ne soient aujourd'hui cités à la barre. Ça risque d'arriver, parce que comment la direction des pharmacies a-t-elle pu autoriser tout ce micmac-là sans l'aval d'un ministre? Et si le procureur doit vraiment creuser dans l'affaire... Les ministres peuvent ne pas en savoir grand-chose. Ah, ben dis donc, on est obligé. Ils peuvent ne pas être informés. C'est pas évident. C'est une affaire de responsabilité, comme le dit. Et vous avez touché le nœud du problème. Vous avez cité 2 ordres. Ça te fait désordre en temps de un seul ordre des pharmaciens. Et c'est resté comme ça, comme une plaie béante. C'est devenu une gangrène. Vous savez que l'ordre tout court, on n'a jamais respecté l'ordre venant de l'autorité. Ce qui fait que pendant longtemps, a régné donc ce bicéphalisme. Nous allons évoquer un autre pan, donc toujours de la lutte contre la corruption, la demande de l'immunité, donc la demande de levée de l'immunité et d'autorisation donc de poursuite de 6 personnalités a été taxée, traitée par le FCBE, donc de ruse et de rage du pouvoir en place. D'acharnement. Voilà. Oui, je crois quand même que c'est ce que nous avons entendu à la suite de cette conférence de presse de cette formation politique. L'Alliance qui est devenue formation politique à l'issue du congrès de Parakou. Et je crois quand même que c'est de bonne guerre. Le gouvernement qui a lancé aussi cette lutte contre la corruption a des objectifs à atteindre. Maintenant, ce que nous sommes en train d'attendre, c'est qu'on puisse voir quel sera le comportement des honorables députés qui seront saisis sur ce dossier-là. Est-ce qu'ils iront jusqu'à la levée de l'immunité de leurs collègues pour qu'ils viennent répondre de ces actes devant la justice? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Nous savons par exemple que le cas Kassa a fait flop tout récemment, il y a quelques mois. Et je me rends compte même que le même Djenontin qui est poursuivi aujourd'hui avait voté contre la levée de l'immunité de Kassa en ce moment-là. Est-ce qu'il y aura retour de l'ascenseur aujourd'hui? Est-ce que les questions politiques vont s'y mettre? Je crois quand même que ça doit être un vote secret, hein? Et si c'est un vote secret, on va s'attendre à beaucoup de choses. Mais ça, c'est au niveau de la forme. Au niveau du fond, je crois quand même qu'il y a une certaine presse aussi qui est en train de reprocher qu'on soit en train de faire la lutte d'un seul côté. Parce que tous ceux qu'on a cités semblent être des députés qui sont de l'opposition. Je voudrais
espérer quand même que de l'autre côté, du côté du BMP, s'il y a des gens qui ont maille à partir avec la justice, qui ont des dossiers en instance, mais même s'ils soutiennent le chef de l'État actuellement, je suis sûr quand même que le chef de l'État actuel doit avoir plusieurs trous dans son sac. Et si ceux de l'opposition sont poursuivis aujourd'hui, qu'on soit sûr aussi que ceux de la mouvance aussi, qui le soutiennent, qu'ils soient du BMP ou autres là, aussi, s'ils ont maille à partir avec la justice, eh bien qu'on demande aussi leur levée d'immunité. Voilà. Sous le président Boni, après 2 ans, il y a quantité de scandales. Un collègue a pu se permettre d'écrire un ouvrage intitulé « Les scandales sous Yahi ». Aujourd'hui, avec le régime en place, on n'en a presque pas. Peut-on dire que le Bénin est en train de subir une sérieuse transformation sur ce plan-là? Vous faites bien de rappeler qu'il y a eu un livre, « Scandale sous Yahi », qui a peint la période, la grande bouffe, où il y avait des affaires à foison tout le temps. Cette fois-ci, même pas une seule. Et moi, je suis friand des affaires, j'aime ça. C'est le propre de mon métier, quoi. On aime ça, mais pour le moment, on n'a rien à se mettre sous la dent. J'espère en avoir, mais pour le moment, on n'a rien. Donc, c'est l'un des apports, en tout cas, du régime Talon par rapport à la gouvernance. Le contrôle permanent des institutions, des ministères, des directions et offices d'État, etc., eh bien, ça empêche les velléités de corruption. Et donc, on doit mettre ça à l'actif de ce régime. Et aujourd'hui, la lutte efficace qui se mène, et on voit les gens aller répondre de leurs actes devant les tribunaux, je crois que on ne peut pas continuer à dire nous voulons la bonne gouvernance et en même temps demander qu'on ne poursuive pas certains parce qu'ils ont été ministres, parce qu'ils ont été ci ou bien ils ont été ça. Il faut qu'on commence un jour à demander aux gens d'aller répondre de leurs actes. Ils ont aujourd'hui la latitude de poser tout ce qu'ils veulent comme acte quand ils sont aux charges, au pouvoir. Mais une fois qu'ils ont quitté, heureusement qu'il y a une justice qui va les interpeller. Et ce qui est intéressant, c'est que en menant la lutte de cette façon, le régime Talon doit faire peur aux différents ministres, aux différents DG qui sont actuellement là. Ils savent que même s'ils arrivent à échapper aux mailles actuellement, eh bien, plus tard, ils ne pourront pas s'échapper. Voilà. Et c'est vraiment tout bénéfice pour nous autres qui croyons que le Bénin mérite une gouvernance tout à fait responsable. Et Transparency International estime que le Bénin a fait beaucoup de progrès. Est-ce à dire que le président Patrice Talon a lancé le turbo? Est-ce qu'il pourra maintenir le cap? Donc, vous savez, il y a 3 semaines, sur ce même plateau, nous avons évoqué un peu le rôle qui lui a été confié par l'Union africaine lors du dernier sommet, que le Bénin est devenu aujourd'hui une locomotive dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si nous avons engrangé des points et que des institutions comme Transparency International en viennent à donc nous décerner des lauriers, je crois que c'est à l'actif du peuple béninois, à l'actif aussi de ceux qui sont au pouvoir actuellement, le gouvernement Talon, mais il faut aller au-delà. Mais maintenant, ce que je voudrais dire au niveau même de ceux qui sont soupçonnés, ceux dont on évoque les noms, c'est que c'est important aussi aujourd'hui d'aller se laver. D'aller se laver, parce que quand je prends simplement le cas Kassa, aujourd'hui, est-ce qu'il est totalement lavé, même qu'on a refusé de lever son immunité? Aujourd'hui, le doute subsiste toujours. Et donc, c'est important aujourd'hui. Nous sommes dans un processus démocratique. Il y a la séparation des pouvoirs. Nous devons faire confiance à la justice. Si les gens sont blancs, ils sont blancs. Et c'est ça le plus important, que le moment venu, qu'on puisse leur permettre quand même d'aller répondre, de se laver et puis de savoir qu'une fois pour toutes. Parce que si on continue de ressasser ces questions-là durant toute votre vie, votre carrière politique, ce n'est pas d'autant plus important. Et donc, revenant donc à cette question de lutte contre la corruption, c'est important pour notre pays aujourd'hui de prendre ça comme un cheval de bataille. Aucun investissement ne peut venir, aucun investisseur ne peut venir dans un pays où les dossiers de corruption sont à foison des centaines de milliers. Donc, il était important à un moment donné, tout en fouillant ce qui est passé, de faire en sorte qu'on puisse mettre les garde-fous. Aujourd'hui, les ministres ont peur.
Aujourd'hui, les DG ont peur. Aujourd'hui, les cadres ont peur. Aujourd'hui, on a augmenté les salaires pour éviter que les gens n'aillent dans ce sens-là. Et donc, chacun se surveille. Donc, c'est d'ailleurs important qu'au moment où on commence, on puisse donc marquer chacun à la culotte. Il faut aller au-delà. Donc, c'est ça le plus important. Donc, faire en sorte quand même qu'on puisse nettoyer l'écurie d'OGIAS pour permettre les grands investissements dont nous parlons. Parce que quand vous parlez de programme d'action du gouvernement, si les grands groupes doivent venir investir dans le pays là, il est important alors qu'on puisse diminuer un peu le taux de corruption dans notre pays-là. Et il faut quand même qu'on puisse associer toutes les entités, comme ce que vous faites actuellement, comme ce que nous faisons, la presse, la société civile, les entités, l'Assemblée. Mais c'est un peu dommage que l'Assemblée, qui doit être un peu cette institution de contre-pouvoir, ce soit encore là qu'on aille piocher ce qu'on doit appeler à venir se justifier sur leur gestion antérieure. Donc, ça ne fait pas bonne presse, ça ne donne pas une bonne image pour cette grande institution qui est censée contrôler elle-même le pouvoir. Deuxième sujet que nous allons aborder au cours de cette émission, le non-aboutissement donc des négociations gouvernement-syndicat. La principale pomme de discorde, c'est la défalcation sur salaire. Les agents de l'État qui sont allés en grève ne sont pas d'accord donc qu'on opère des défalcations sur le salaire. Dites-nous, la défalcation sur salaire, n'est-ce pas le corollaire subséquent à opérer sur les salaires lorsque vous allez en grève? Bon, il se fait qu'aujourd'hui, comme hier, les travailleurs syndiqués ne cotisent pas pour leur syndicat. Le mouvement syndical a toujours marché comme ça. Et donc, quand vous allez en grève, en principe, les défalcations, c'est les syndicats qui vous les remboursent. Ça n'a jamais été comme ça au Bénin. Donc, lorsque le gouvernement défalque les salaires, il est clair que les travailleurs iront encore en grève pour réclamer, comme par le passé, qu'on restitue les sous. Et qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Ben, vous savez, les lois sur la grève, la loi portant droit de grève au Bénin, précise que si le travailleur va en grève pour des droits déjà acquis ou bien pour les libertés fondamentales, il ne doit pas être défalqué. Pour, par exemple, le premier pan, les droits acquis, eh bien, les enseignants sont allés en grève parce qu'il y a des décrets qui ont été signés en 2015, en novembre 2015, et qui leur octroient des droits. Et ils ne les ont pas eus jusqu'ici. Par conséquent, ils peuvent aller en grève. Et la loi dit que s'ils vont en grève, ils ne doivent pas subir de défalcation. Le deuxième pan, c'est sur les libertés. La loi sur la grève dit que si vous allez en grève pour les libertés, on ne peut pas vous défalquer. Ça a été le cas de... Alors nous allons lire donc ce texte, la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Et il y a une portion qui dit ceci: les grèves ayant pour motif la violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis par les travailleurs ne doivent donner lieu à aucune réduction de salaire ou de traitement. Est-ce que nous sommes dans un cas pareil actuellement, M. Feridjemi Kossi? Oui, je crois quand même qu'en lisant ça, c'est à nous de voir maintenant quel est le contenu même des motions de grève que les gens déposent. Maintenant, je ne sais pas si on dépose des motions de grève, l'employeur et les syndicats s'entendent sur le contenu. Parce que là maintenant, ce que nous avons eu comme motion de grève, que nous avons lu tout récemment, je crois quand même que ça rentre un peu dans ce cadre-là de ce que vous avez lu là. Et si ça rentre dedans, ça veut dire que les travailleurs ont raison quand même d'évoquer ça, d'évoquer qu'on restitue. Cependant, je suis d'accord avec vous que lorsqu'on ne travaille pas, on ne mérite pas le salaire, c'est normal. Mais l'autre chose, c'est de voir comment est-ce qu'on interprète la loi. La loi qui est là, il y a des décrets d'application, il y a des arrêtés, il y a tout ça là. Et le contenu même, parce que ces travailleurs aussi sont intelligents. Quand vous lisez un peu leur motion de grève, il n'y a pas de motion de grève sans qu'on ne parle de liberté, sans qu'on ne parle de droits acquis. Donc, en le faisant comme ça, il faut que l'autorité ou bien le gouvernement aussi puisse dire attention, même avant de recevoir il y a des les droits motions, acquis, mais il y a des droits à acquérir. Oui, c'est ça le problème. Donc, c'est voilà. Qui apprécie le contenu et rapporte ça par rapport à la loi. C'est les syndicats. Et en fait, ici, nous sommes dans un rapport de force. Et ce rapport de force,
n'est pas vraiment en faveur du gouvernement. Parce que à partir de ce lundi, on assistera à la paralysie du pays. Oui. L'UNAMAB a déjà lancé une question, Olivier Alocheme. Oui. Ils sont allés en grève, refusent qu'on opère des défalcations sur le salaire. Mais qui est-ce qui va supporter la charge? Qui est-ce qui va amortir les manques à gagner et les pertes énormes que cela crée? En fait, ça fait partie des travers de notre système démocratique. Ça, c'est les travers de notre système démocratique. Il faut qu'un jour, on en arrive à réguler tout ça pour empêcher que nous n'allions en grève à tout bout de champ. Et il faut que nous empêchions les pouvoirs publics d'amener les travailleurs à être tout le temps en grève. Nous sommes aujourd'hui un pays en grève tout le temps. Et vous n'êtes pas sans savoir que, selon moi, ce qui est à la base de ce déclenchement infernal de grève dans tous les secteurs, c'est l'augmentation exponentielle des salaires politiques. Lorsque vous demandez aux travailleurs de serrer les ceintures et ils acceptent de serrer les ceintures, serrez-vous aussi les ceintures. Vous ne pouvez pas vous octroyer des salaires politiques conséquents et demander aux fonctionnaires de ne pas réclamer. Il y a une antinomie entre les deux raisonnements. C'est pour ça que, quel qu'en soit ce que le gouvernement fera, moi je ne sais pas là où il ne peut pas augmenter les salaires. Ça, j'en suis convaincu. Je suis un analyste dans le secteur économique. J'attends le gouvernement et je sais qu'il ne peut pas le faire. Mais eh bien, s'il ne peut pas le faire, ce qu'il y a lieu de faire simplement, c'est de désarmer les salaires politiques. Il faut diminuer radicalement et montrer une preuve de bonne foi, une preuve pour dire, chers amis, les salaires il n'y a politiques, pas on en parle, mais on d'argent. n'en avait pas la preuve. Les salaires politiques, on en parle. Ben, on a la preuve, on a les décrets qui ont été signés au profit des préfets. Est-ce que vous pourrez publier ces décrets? Moi, je l'ai même publié. Je voudrais en avoir la preuve. Alors, la conséquence donc, de ces grèves est que l'école béninoise est dans la tourmente. Que dire des enseignants qui, pour une fois, ont bénéficié de tout avant la rentrée et qui, en pleine année scolaire, perturbent l'année scolaire qui quand même a été programmée pour être apaisée? Non, je ne sais pas ce que nous mettons dans... Ils ont tout obtenu parce qu'ils continuent encore de se plaindre. Ils se plaignent de la situation. Avant la rentrée, ils ont tenu des propos. Oui. Ils ont dit pour une fois qu'ils sont satisfaits. Voilà. Bon, s'ils l'ont dit et qu'ils ne savent pas ce qu'il restait pour qu'on en arrive à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que nous déplorons cette situation. Parce que c'est vite arrivé, le calendrier scolaire prend rapidement un coup, et les enfants, c'est de façon bâclée qu'on va aux examens, et puis les résultats aussi accompagnent ça. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Ce que moi je voudrais souhaiter, c'est que même si la loi est la loi et qu'il faut l'appliquer, j'aurais voulu quand même que le gouvernement puisse faire amende honorable à des moments donnés. Surtout que ça n'a pas été facile d'aller à ce niveau-là. Le chef de l'État, il a reçu les syndicalistes lui-même avant de laisser donc, la suite des négociations au ministre d'État et aux autres ministres. On aurait pu fermer les yeux sur un certain nombre de choses, même si on va y arriver après, même si on va ressasser ça, même si on va en faire une communication à outrance pour montrer aux gens que lorsque vous allez en grève, attention, il y a tant qui vous attend selon donc telle loi qui doit être appliquée. Donc le faire en ce moment-ci, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. On est en pleine négociation, le chef de l'État a rencontré les centrales syndicales, ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. J'ai entendu que les syndicalistes se sont levés la fois dernière de la salle, ont boudé, se sont levés parce que le ministre des Finances aurait dit que c'est une question irrévocable, c'est légal, tout cela. On aurait pu se passer de ça. On aurait pu se passer de ça, trouver les mots justes pour pouvoir exprimer ça aux syndicalistes, même si on doit continuer toujours pas à défalquer. Mais je crois quand même que gagne-t-on à défalquer ce qu'on a défalqué là? Est-ce que c'est supérieur à ce qu'on perd en laissant les gens aller en grève? Quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez parlé de l'éducation. Est-ce qu'on peut rattraper avec le gap qu'on a eu là, ce qu'on a eu là, le résultat, le bénéfice de ce qu'on a défalqué aux gens là? Est-ce que ça peut payer ça? C'est tout ce qu'il faut faire pour dire à un moment donné, même si on va revenir sur les défalcations, on est à un moment maintenant où il faut remettre encore le bus sur la voie, et je crois quand même qu'il faut en appeler donc à la sagesse des uns des autres pour trouver le juste milieu. Oui, et vous savez, les partenaires techniques et financiers disent tous les enfants à l'école. Ils mettent beaucoup de moyens pour que tous les enfants béninois aillent à l'école. Cela se fait dans un souci développemental. Mais aujourd'hui, ce sont nos enseignants eux-mêmes qui éloignent les enfants de l'école,
quelle articulation peut-on faire entre enseignants, grévistes et soucis de développement? À vous la Il parole. faut absolument que nous puissions trouver un modus vivendi, n'est-ce pas? Il faut qu'on trouve un moyen d'aller en grève sans pénaliser les usagers des services publics. On parle aujourd'hui des enseignants. Hier, on a parlé, et on parlera encore cette semaine, des magistrats. On a parlé des agents de la santé, etc. Il faut que nous trouvions d'autres moyens de faire grève. Ça, c'est primordial. Oui, nous voulons que les conditions de vie des uns et des autres s'améliorent, mais elles ne peuvent pas s'améliorer au détriment de l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, c'est nos enfants. Moi, je ne peux jamais accepter qu'un enfant, qu'un enseignant aille en grève et laisse mon enfant se promener dans la rue. Jamais de la vie, je ne pourrais l'accepter. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles la plupart, 90% même des enseignants, ne mettent pas leurs enfants dans le public, là où eux-mêmes, ils servent. Et c'est pareil pour la plupart des cadres béninois. Parce que nous savons très bien que les grèves font mal à tout le système. Les enfants qui sont dans le public ne sont pas moins intelligents que ceux qui sont dans le privé. Mais tout simplement parce que nous avons des acteurs qui sont tout le temps en train de faire des mouvements, eh bien, les parents, la mort dans l'âme, les gens se saignent aux quatre veines pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Je crois qu'il est temps maintenant de trouver un moyen d'aller en grève sans pénaliser les acteurs, les usagers des services publics. Et ce serait bien pour les enseignants eux-mêmes qui donnent le savoir pour que les enfants réussissent. Mais si les enfants ne réussissent pas, ça sert à quoi d'aller au service? Je suis convaincu que les agents de santé qui vont en grève aussi ne souhaitent pas la mort de leurs patients. Mais c'est ce qui arrive, c'est ce que nous constatons. Les magistrats vont en grève et vous voyez que les prisons sont pleines. Alors, les juridictions sont obligées de gérer cela quotidiennement. Nous avons des parents qui sont dans les prisons et qui ne peuvent pas se présenter lors des audiences simplement parce que les magistrats ou bien les greffiers et autres sont en grève. Il y aura forcément, même si ce n'est pas cette année, même si ce n'est pas l'année prochaine, il y aura forcément une concertation nationale, une espèce de conférence nationale pour décider de quelque chose. Sinon, nous n'irons nulle part. Charles Ferry-Djibik aussi, le souci des partenaires techniques financiers, notre souci aussi est que tous les enfants aillent à l'école. Est-ce qu'à l'allure où nous allons, tous les enfants, à l'allure où les enseignants éloignent les enfants des écoles, est-ce que les objectifs peuvent être atteints? Non, les objectifs ne peuvent pas être atteints. Vous l'avez dit, vous avez déjà conclu. Les objectifs ne peuvent pas être atteints. C'est de la responsabilité collective. Et tout à l'heure, moi, j'ai parlé un peu de la responsabilité, par exemple, des gouvernants. C'est de dire, on pouvait ne pas encore ameuter les gens avec une affaire de défalcation pendant cette période-là. Ce que nous perdons en laissant encore les gens rentrer dans la grève. La question de défalcation. Oui. Les enseignants peuvent commencer. On peut commencer, oui, quitte à continuer les négociations, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est des deux côtés. De la même façon, nous invitons les enseignants à reprendre le temps de discuter. De la même façon, nous invitons aussi les gouvernants à savoir à quel moment il faut faire cette défalcation-là. Surtout que ça n'a pas été facile d'obtenir, comment on appelle ça, tout ce que nous sommes en train d'obtenir pour que les gens reprennent le chemin de l'école ou bien le chemin des services publics. Ça n'a pas été facile. Le chef de l'État a été obligé lui-même de se mettre dans la danse. Il a reçu les gens. Donc, on n'était pas obligé de faire cette défalcation en ce moment. Surtout que ce qu'on gagne à travers les défalcations, ce n'est pas supérieur à ce que nous perdons. Nous perdons beaucoup. Là, de toute façon, lorsque la situation est paralysée, c'est des milliards de pertes, de manques à gagner pour notre pays. Donc, en revenant donc, au niveau de l'éducation, oui, nous perdons beaucoup. Les enfants sont là, vous avez vu, certains enfants sont obligés maintenant de rentrer dans la rue. C'est comme ça que ça commence. La fois dernière, ce sont les élèves de Savet oui, qui ont commencé. Bon, heureusement qu'on a pu gérer ça. Mais lorsque tous les élèves du Bénin vont rentrer dans la rue, on va commencer par bloquer les voies inter-États. Vous voyez tout ce que ça fait comme manque à gagner. Et on oublie que l'université aussi est en grève. L'université est en grève. Les professeurs sont en grève. Les étudiants ne vont pas au cours à l'UAC ici. Donc, ça risque d'être un mouvement général. Justement, il y a trop de grèves au Bénin en ce moment, trop de grèves. Croyez-vous qu'il s'agisse de grèves techniques ou de grèves politiques? N'y a-t-il pas des mains externes?
Oh, bon, ça, la théorie du complot, n'est-ce pas? Non, moi, je suis sûr à 80% qu'il y a des mains politiques, c'est sûr. Mais derrière les mains, il n'y a pas de grève sans main politique au Bénin, ça là, c'est clair. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas qu'on soit naïf. Mais, ce que moi je dis, c'est que le gouvernement aurait dû désarmer les salaires politiques pour ne pas prêter flanc à tout ce que les syndicalistes sont en train de dire. Si un syndicaliste vient ici maintenant pendant 5 minutes parler, vous allez entendre, il va parler des salaires politiques. Et donc, vous voyez, ce n'est pas seulement qu'on a augmenté les salaires, on les a multipliés. Et c'est ça qui fait mal. Il y a comme une injustice sociale. Lorsque, par exemple, vous prenez un enseignant bac plus 5 avec 20 ans de carrière, c'est 400 et quelques mille, 450 000. 20 ans de carrière. Mais un préfet, vous voyez combien il gagne, hein? C'est le salaire de 20 ans de carrière multiplié par un certain nombre. Et quand le fonctionnaire voit ça, ça l'énerve. Vous voyez, vous ne pouvez pas trouver un argument pour le convaincre. Le seul argument, c'est... Chacun a opéré un choix. Non, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire ça lorsque vous êtes dans un bureau. Mais quand vous descendez dans l'arène... Moi, je ne suis pas au bureau ici en ce moment. Non, je ne parle pas de vous, puisque beaucoup de gens le disent aussi. Moi, je le dis. C'est pas de vous. Je dis, vous pouvez le dire, hein, lorsque vous êtes en discussion comme ça, mais allez rencontrer les acteurs et écoutez ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas avoir bac plus 5 et 20 ans de carrière et avoir 450 000 de salaire face à quelqu'un qui a à peine bac plus 4, etc., qui gagne 10 fois plus que vous, et vous allez demander à celui-là de se taire. Il ne peut pas. Et vous ne pouvez même pas trouver un argument pour le convaincre. C'est ça le drame, en fait. C'est pour ça que le gouvernement, malgré tout ce qu'on peut dire, a besoin de désarmer les salaires politiques pour montrer une preuve de sa bonne foi pour montrer qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Parce que si on augmente pour les enseignants, on sera obligé d'augmenter pour les agents de santé, d'augmenter pour choses là. On connaît le cas du Ghana. Le Ghana a fait la même chose. C'est-à-dire le Ghana a connu une croissance économique dans les années 2000-2010 et les fonctionnaires sont rentrés en grève, on leur a augmenté les salaires. Vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Ghana est sous ajustement structurel du FMI, avec tous les corollaires. Nana Akufo-Addo a dit qu'à partir d'avril, il ne pourra plus recourir au FMI. Mais ce qui s'est passé, c'est que le pays a été obligé d'aller à l'ajustement structurel. Et l'ajustement structurel, ça veut dire plus de recrutement, dégraissement de la fonction publique, etc. etc. C'est ce que nous risquons d'avoir si on augmente les salaires pour tout le monde. Voilà. Autre sujet, dédommagement des expropriés de Glodjigbe. Les chèques ont été remis la semaine en cours, bien sûr. Les chèques remis, est-ce qu'on peut considérer que le terrain est balisé et que les travaux peuvent effectivement démarrer? Non, on ne peut pas le dire. La preuve, les chèques ont été remis et pourtant le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité encore de rencontrer la communauté, les populations de Glodjigbe. Ça veut dire quand même que ça couvre encore. Hein. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens sont en train de recevoir ces chèques-là. Ce n'est pas certainement aussi de la responsabilité de ceux qui sont en train de remettre les chèques actuellement. On ne peut pas dire que ce n'est pas ce dossier est sur la table depuis des années, des dizaines d'années. Et donc, la question fondamentale est de dire, mais à quel moment on a évalué le truc pour que des parcelles en viennent à se retrouver à 75 francs le mètre? Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas sous talon. Mais qui étaient ceux-là qui avaient évalué ça pour qu'on parle de 75 francs par ce donc? Mais on ne va pas revenir sur ça. L'essentiel, comme l'a dit le chef de l'État, c'est que les gens prennent d'abord et qu'on voit. Maintenant, ce n'est pas de gaieté de cœur qui l'ont pris. Donc, on ne peut pas dire tout de go que tout est fini. La preuve, lui-même, en rencontrant les gens, c'est qu'il a pris sur lui la responsabilité de faire de l'information, de la communication et de la sensibilisation. Et il faut continuer toujours pour dire, au-delà de tout, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, il faut que les gens puissent se saigner. Mais lorsque ces populations-là se saignent ou bien font ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Qu'on dise par exemple que lorsque l'aéroport sera construit, ce sont les enfants qui seront les premiers à être recrutés. Il y a des choses qu'il faut leur dire en compensation et que chacun puisse faire donc ce sacrifice-là. Donc, dites tout de go que tout est fini parce que les chèques sont en train d'être... Parce que vous avez parlé de chèques. Il y a des gens qui vont passer par la banque bientôt et puis en 2 semaines, vous n'avez plus rien trouvé sur eux. Alors qu'est-ce que ça va devenir après? Est-ce que ça ne va pas devenir un autre problème, un cas social? C'est la grande question. Voilà. En fait, Glodjigbe, c'est douloureux. C'est une douleur
féconde, qui va féconder un aéroport. Et cet aéroport va être une infrastructure de grand standing qui va servir à tout le monde. Donc c'est douloureux et je suis convaincu que le chef de l'État a touché les cœurs quand ce samedi il a dit aux propriétaires qu'il est conscient des douleurs et des difficultés, etc. Et il y a certainement des drames aussi, ça là c'est clair. Il y a des gens qui ont investi tout leur argent pour acheter des parcelles et construire leur maison qui désormais ne peuvent plus leur servir. Et ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que le sacrifice national est quelque chose de primordial. On doit nous apprendre aussi, réapprendre à nous sacrifier pour notre pays. Ces gens sont des héros, ça il faut le dire. Ces gens, ces petits propriétaires sont des héros. Et il faut le leur dire, il faut le leur rappeler, il faut même initier quelque chose pour les décorer. Moi, je crois qu'ils sont en train de subir dans leur chair quelque chose de douloureux. Mais l'aéroport en lui-même est une décoration. Bien sûr, c'est bon pour eux, mais vous savez, c'est 16 000 emplois, leurs enfants, etc., ça va servir. Mais je crois que l'État peut faire quelque chose pour montrer ça, qu'il est compatissant. Juste un mot sur les avantages que peut donner cet aéroport au Bénin. Vous voyez, tous les pays du monde sont en train d'avoir des aéroports de grand standing. Lomé. Plusieurs terminaux. Ben, dis donc, l'aéroport de Lomé a subi un toilettage extraordinaire. L'année dernière, l'aéroport de Dakar, ça a été totalement refait. Enfin, il y a un autre aéroport qui est de niveau assez impressionnant. Vous voyez, parce que c'est la vitrine du pays. Quand vous entrez, moi je me rappelle l'aéroport de Dakar, vous entrez dedans, vous avez l'impression d'avoir... Nous allons dire un mot sur Karika, donc le temps presse, allez-y vite. Oui, rapidement. Donc c'est clair que c'est une vitrine pour le pays et ça participe à l'honneur du pays. C'est la fierté que nous défendons en disant que cet aéroport mérite d'être construit malgré les douleurs d'aujourd'hui. Voulez-vous dire un mot? Non, je dirais la même chose, même si les gens ont reçu 75 francs le mètre aujourd'hui, qu'on puisse noter ça quelque part, comme l'a dit mon ami, pour que demain, on puisse savoir que c'est eux qui ont fait ce sacrifice-là pour que cet aéroport arrive. Et que s'il y a des choses à partager le moment venu, emploi pour les enfants, que ce soit ceux-là. Si on commence par leur dire ça, je suis sûr qu'ils vont consentir ce sacrifice-là, qu'ils ont commencé déjà par consentir. Mais un aéroport, vous savez, c'est important. C'est des hôtels qui se construisent, c'est le tourisme. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement est en train de mettre un accent important sur le développement du tourisme dans notre pays. L'aéroport de Gros-Djibé, quand il sera fonctionnel, sera donc ce motif-là pour que les routes, les agents de voyage, les tours opérateurs puissent s'installer. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre encore en place là pour le développement économique du pays. Retrait de la circulation de vieux camions, détenus locales imposés à Parakou et lutte contre les faux médicaments. 3 sujets à l'ordre du jour de Karika Show. Suivons ça avec Patrick Diosso. Amis de Karika Show, je vous salue. Retrait de la circulation des vieux camions de la mort. Une mesure salvatrice. C'est le titre et le sous-titre d'une caricature à la une du quotidien Le Béninois Libéré qui montre un camion bardé de bandes collantes, sparadrap sur la portière, la benne et même les pneus et qui dégage une fumée en forme de tête de mort. Et devant, un sifflet à la bouche, un certain monsieur confirme. Il est temps que vous quittiez la circulation. Quittons cette circulation fumigène et même cancérigène pour une autre circulation avec gêne ou sans gêne, où le caricaturiste du quotidien Fraternité affiche « Lutte contre les faux médicaments ». Téléphone à l'oreille, un certain sieur affirme « Moi, je suis maladif, c'est pour ça que j'ai stocké de médicaments chez moi ». Et on voit derrière lui une pile de cartons entreposés, en style bien posé. À la une du quotidien Le Béninois Libéré, un certain sire susurre. Charles, donc les lundis et vendredis, c'est du consommant local. Et le Charles interpellé murmure. Tchéki, c'est aussi une manière de révéler le Bénin. En titre, c'est écrit Toko dans les habits de Sankara.
Et ce, pour que les Atchaoké, Dovo, Kanvo et autres pains tissés du Bénin soient tels le Faso d'Anfani du Burkina Faso. Toko, juste dans les habits de Sankara vivant, pas autre sort funeste, Astafoulaye, que Dieu n'ose. Dans nos habits locaux, on se coince dimanche prochain. Merci à l'inénarrable Patrick Djossou. Juste un mot sur Caricacho. Bon, je veux lever mon chapeau pour Charles Toko. Voilà, c'est tout. Je veux lever mon gobi pour lui, pour dire qu'il fait quelque chose que tous les dirigeants doivent imiter. Voilà, c'est tout. Ouais. Je crois quand même que ça doit se passer aussi dans les 76 autres communes, parce que lui, il a commencé par prendre le risque à Parakou. Vous avez vu comment nous sommes habillés pour vous accompagner aujourd'hui. C'est donc la preuve quand même que les dimanches, déjà on peut l'exprimer, et que dans nos services pas tous les dimanches. Pas tous les dimanches, on peut l'exprimer. Que tout au moins tous les vendredis, déjà, si on peut se mettre dans les Atchaoké et autres gobis de notre pays, c'est quelque chose qui doit aider donc les entrepreneurs locaux. Les artisans, les tisserands, tous ceux qui sont là dans le local. Et donc, c'est à encourager. C'est encourager. Il faut généraliser ça dans les autres communes, mais dans toute l'administration. Je crois quand même que le chef de l'État aussi est dans cette lancée. On l'a vu lors de l'épiphanie à Porto-Novo avec de Atchaoké, lui et son épouse. Je crois quand même que ça doit faire école aussi auprès des autres ministres et auprès des autres cadres de l'administration. Je vous remercie. Merci. Charles Ferry-Jimmy Kossi, directeur de publication du magazine Le Baromètre, ancien vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau. Ça a été toujours un plaisir. Merci. Donc, vous étiez donc avec Olivier Lochemin, rédacteur en chef du quotidien L'événement précis. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je vous retrouve sous peu. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion aujourd'hui même, après le dernier journal, après le journal de 23h30. Portez-vous bien. Bye bye. Sidonie, Marie et Thérèse ont toutes les trois souffert d'une fistule obstétricale. Thérèse a été donnée en mariage forcé et a eu une grossesse précoce. Sidonie a eu une grossesse précoce en milieu scolaire et Marie a porté sa maladie pendant plus de 23 ans. Toutes les trois ont eu des grossesses non suivies et un accouchement dans des conditions pour la plupart inappropriées. Prises en charge dans un centre médical, elles sont aujourd'hui guéries. Sidonie, Marie et Thérèse ont retrouvé leur dignité. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Elle se soigne et se guérit. Pour plus d'informations, contacte gratuitement la Fondation Claudine Talon au 69 59 88 88. Chers parents, chers compatriotes, la fois dernière, nous sommes réunis ici